Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 25 décembre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz. Au Soudan, les forces de soutien rapide retiennent plus de 100 femmes et filles enlevées lors de la prise de la ville de Baba Noussa dans l'état du Kordofan occidental. Les Somaliens votaient ce jeudi lors d'élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans. Et puis Moscou et Pékin expriment leur inquiétude quant aux récents développements en mer des Caraïbes et leur impact sur le marché international de l'énergie. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi à Alger le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kemal Sidi Saïd. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a décerné par ailleurs ce jeudi la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Ahid ou Moudjahed, écrivain et érudit, Cheikh Mohamed Salah Siddiq, en reconnaissance de son parcours scientifique et religieux et de ses éminentes contributions dans la diffusion des valeurs de modération, du juste milieu et de tolérance. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a également adressé ce jeudi ses sincères condoléances suite au décès du général Mohamed Bendida, inspecteur de la direction des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale. À son tour, le ministre délégué algérien auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a adressé ses sincères condoléances à la famille du général Mohamed Bendida, décédé hier soir. Par ailleurs, Saïd Chengriha a présenté au niveau de l'ambassade de Libye en Algérie ses condoléances suite au décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne, le général de corps d'armée Mohamed El Haddad, et plusieurs de ses accompagnateurs suite à un crash d'avion en Turquie. Ainsi, sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre délégué algérien auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a également signé le registre de condoléances ouvert à l'ambassade de Libye en Algérie. Coopération algéro-japonaise, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi à Alger le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Yohei Onishi, en visite officielle en Algérie. La rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité de hisser la coopération économique entre les deux pays au niveau des relations politiques privilégiées qui les unissent, notamment à travers des dispositions concrètes visant à augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux et à encourager les opérateurs économiques japonais à étendre leurs investissements directs en Algérie.
Je vous en parlais en titre. Au Soudan, les forces de soutien rapide retiennent plus de 100 femmes et filles enlevées lors de la prise de la ville de Baba Moussa dans l'état du Kordofan occidental. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi l'organisation Sudan Doctors Network, précisant que 29 adolescents et 73 femmes ont été arrêtés sous prétexte que des membres de leur famille étaient liés à l'armée soudanaise. L'organisation a dénoncé une violation flagrante du droit international humanitaire, soulignant que la détention de femmes et d'enfants est interdite par toutes les conventions interdisant de cibler les civils et de les utiliser comme moyen de pression lors des conflits armés. Une explosion dans une mosquée de la ville nigériane de Maiduguri au nord-est a fait 7 morts hier. Selon plusieurs sources, il s'agit d'un attentat à la bombe. La déflagration s'est produite à l'intérieur d'une mosquée bondée du marché Gambourou lors de la ville, alors que les fidèles s'étaient rassemblés pour la prière du soir. Cela fait longtemps que rien de tel ne s'est produit à Maiduguri. Même dans les quartiers des douanes jusqu'au centre-ville, aucune explosion d'une telle ampleur n'a eu lieu. Il y a eu des explosions dans la communauté de Mouna et ailleurs. Il y a des années, mais jamais dans la ville de Maiduguri même. Honnêtement, cette explosion nous a fait peur. Nous sommes très effrayés. Nous avons encore peur. J'en appelle au gouvernement pour qu'il renforce la sécurité au bord des mosquées. Nous prions Dieu pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. L'actualité en Afrique, c'est aussi les Somaliens qui se sont rendus aux urnes ce jeudi pour des élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans sous un important dispositif de sécurité. Plus de 503 900 électeurs étaient attendus pour départager 1600 candidats pour 390 sièges locaux. Leila Hamouda. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, les habitants de la capitale somalienne ont voté au suffrage direct pour élire leurs autorités municipales. Un scrutin qualifié d'historique, organisé sous la supervision de la Commission nationale indépendante des élections et des frontières. Je suis extrêmement enthousiaste à propos de cette élection. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Une telle élection se déroule sous mes yeux et je peux participer à une élection universelle comme celle-ci. En tant que maire, nous sommes ravis car nous représentons une partie importante de la population. C'est un jour historique. Après plus de 50 ans, le peuple somalien et en particulier les habitants de Mogadiscio n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur vote et de choisir leurs représentants. Il s'agit véritablement d'une expression libre du droit du peuple à élire et à être élu. 1604 candidats issus de 20 partis politiques étaient en lice pour diriger les administrations régionales de la capitale. Mais au-delà des chiffres, l'enjeu est majeur. Ce vote, présenté par le pouvoir comme l'avenir du peuple somalien, est toutefois largement perçu comme un test pour la présidentielle de 2026. Ces élections marquent une étape décisive dans la transition démocratique de la Somalie, engagée dans un lent processus de sortie du système politique clanique en vigueur depuis des décennies. Un système hérité de la guerre civile dans lequel les citoyens ne votaient pas directement. Les députés étaient désignés par des clans et le président élu par le Parlement. Avec ce scrutin, les autorités somaliennes testent le nouveau modèle, une personne, une voix. Un pari politique, mais aussi sécuritaire dans un pays encore confronté à l'instabilité et aux menaces terroristes.
Objectif affiché, faire de ces élections locales un modèle pour l'organisation, à terme, d'élections nationales. Ces élections sont importantes à plus d'un titre. Elles représentent un renouement avec les urnes après plus de 50 ans de rupture, c'est-à-dire depuis la chute de Saïd Barré en 1969. L'enjeu de cette élection est d'autant plus important qu'il s'inscrit dans un nouvel ère pour les Somaliens, dont la majorité d'entre eux votent peut-être pour la première fois de leur vie. Un vote test qui ouvrira probablement une nouvelle perspective pour les Somaliens de Mogadiscio. Et direction le Moyen-Orient, moins 600, ou plutôt 568 colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville d'Al-Quds occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée par groupe ont mené des marches provocatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. Saccagés et brûlés terres et bétail et autres biens des Palestiniens en Cisjordanie, des pratiques de plus en plus répandues dans les territoires occupés. Les colons sionistes ne se contentent plus d'intimider les paysans palestiniens, mais s'attaquent délibérément à leur principale source de vie. Nous vivions en paix, mais depuis leur arrivée, les colons israéliens, il y a 2 ans, notre vie est devenue un enfer. Jour et nuit, nous pensons à eux. Toutes nos inquiétudes viennent d'eux. Avant, nous nous sentions en sécurité. Nos enfants pouvaient se promener librement. Nous n'avions ni peur ni crainte. Nous vivions ici, en sécurité sous la protection de Dieu. Les colons sont arrivés par la route 60 d'ici. Ils voulaient prendre notre bétail, ne le trouvant pas, ils ont mis le feu et ont tout détruit. Ils ne nous ont rien laissé du tout. 2 Libanais sont tombés en martyrs ce jeudi suite à une frappe menée par les forces de l'entité sioniste contre un véhicule au nord-est du Liban. Une frappe de drone a visé un van sur la route de Hosh el-Sayed Ali dans le district de Herbel. Les corps des martyrs ont été transférés à l'hôpital Al-Batoul du même district. En violation du cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre 2024, les forces de l'entité sioniste poursuivent régulièrement leurs agressions contre le Liban, faisant souvent des martyrs et des blessés. Et dans ce contexte de conflit, notamment au Moyen-Orient, les appels en faveur de la paix se sont multipliés maintenant de l'Église catholique à l'occasion de la célébration de la messe de Noël. Iman Merad. Alors que le monde célèbre la naissance de l'espérance, certains lieux demeurent plongés dans la peur et la violence. Ce Noël 2025, le pape Léon XIV a offert un appel vibrant à la paix, un souffle d'humanité dans un monde divisé. En ce jour de célébration, je souhaite adresser un salut chaleureux et paternel à tous les chrétiens, en particulier ceux du Moyen-Orient que j'ai rencontrés récemment lors de mon premier voyage apostolique. Je les ai écoutés exprimer leurs craintes et je comprends leur sentiment d'impuissance face au rapport de force qui les accable. Noël s'étire comme une lumière douce à travers les villes du monde. De Paris à New York, les vitrines scintillent, les rues résonnent de chants et les familles se rapprochent, le cœur rempli de chaleur et d'espoir. Un parfum de fête flotte dans l'air, plein de pain chaud, de sapins et de promesses silencieuses. Pourtant, dans certaines terres, Noël est fragile. Dans les villes dévastées, de la Palestine à l'Ukraine, au Yémen en passant par la Syrie, la fête se glisse entre les ruines. Les bougies vacillent sous le souffle du vent, les chants se mêlent aux échos des bombes. Là, chaque sourire d'enfant est un acte de courage, chaque lumière un fragile appel à l'espoir. À Rome, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre qui s'est illuminé pour la messe de minuit, le pape, voix douce mais ferme, a tendu pour la première fois un message universel. Que les larmes se taisent, que les cœurs s'ouvrent, que la solidarité éclaire les plus vulnérables.
Ces mots glissent comme une caresse sur un monde fatigué, que chaque geste d'amour devienne un refuge pour la paix. Demandons à Dieu justice, paix, stabilité pour le Liban, la Palestine et la Syrie. En nous appuyant sur ces paroles divines, la justice engendre la paix et la justice apporte à jamais la tranquillité et la confiance. Si chacun, au lieu d'accuser les autres, reconnaissait d'abord ses propres fautes et demandait pardon à Dieu et en même temps se mettait à la place de ceux qui souffrent, se montrait solidaire des plus faibles et des opprimés, alors le monde changerait. Ce Noël 2025, la joie côtoie la douleur et la lumière perce l'ombre la plus dense. Dans le rire d'un enfant, dans une bougie allumée au milieu des ruines, Noël rappelle que l'espérance n'est jamais perdue, même au cœur des ténèbres, l'humanité peut encore croire à la paix. Les autorités turques ont procédé à l'arrestation de 115 membres présumés du groupe terroriste Daesh qui, selon elles, planifiait de perpétrer des attentats lors de célébrations de Noël et du Nouvel An dans le pays. Et je vous en parlais en titre, Moscou a accusé ce jeudi les États-Unis de raviver la piraterie et le banditisme dans la mer des Caraïbes en bloquant le Venezuela, exprimant son espoir que le pragmatisme du président américain Donald Trump puisse contribuer à éviter une catastrophe. Nous plaidons sans relâche pour une désescalade, le maintien d'une relation de confiance et de prévisibilité. Il est essentiel d'éviter que les événements ne dégénèrent. Nous espérons que le pragmatisme et la rationalité du président américain Trump permettront de trouver des solutions mutuellement acceptables dans le respect des normes juridiques internationales. Nous confirmons notre soutien aux efforts du gouvernement de Nicolás Maduro visant à protéger la souveraineté et les intérêts nationaux et à maintenir le développement stable et sûr de son pays. De son côté, Pékin a critiqué les États-Unis pour avoir imposé un blocus pétrolier au Venezuela, affirmant que l'interception arbitraire de pétroliers pourrait perturber le fonctionnement normal du marché international de l'énergie et engendrer d'autres risques pour la sécurité. La Chine s'est toujours opposée à l'imposition arbitraire de sanctions unilatérales et à la prétendue compétence extraterritoriale de certains pays. L'interception arbitraire de pétroliers étrangers risque non seulement de perturber le fonctionnement normal du marché international de l'énergie, mais aussi d'engendrer d'autres risques pour la sécurité. La coopération économique et commerciale du Venezuela avec d'autres pays dans le cadre du droit international est normal, raisonnable et légal. Ce droit doit être respecté et mérite d'être soutenu. Toute provocation des forces séparatistes taïwanaises se heurtera à une pression croissante de l'armée populaire de libération jusqu'à ce que la réunification nationale complète soit réalisée. C'est ce qu'a martelé ce jeudi Zhang Xiaogang, porte-parole du ministère chinois de la Défense. Taïwan est une partie inalléable du territoire chinois. Il est pleinement justifié, nécessaire, raisonnable et légitime que l'armée populaire de libération mène des exercices réguliers et de préparation au combat autour de l'île de Taïwan, organise des activités de lutte contre la cession de l'ingérence et sauvegarde la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Par ailleurs, le ministère chinois de la Défense a indiqué ce jeudi que toutes les nations et tous les peuples épris de paix devraient prendre des mesures pour contenir résolument la résurgence du militarisme japonais, et ce en réponse aux propos tenus par le premier ministre japonais Sanae Takaichi et un haut responsable japonais au sujet de la possession d'armes nucléaires.
Les défenses de la Chine sont raisonnables et modérées et restent inférieures à la moyenne mondiale en pourcentage du PIB. Les opérations des troupes chinoises dans les eaux concernées sont pleinement conformes au droit international et aux pratiques internationales et ne tolèrent aucune ingérence ni provocation. Nous exhortons le Japon à cesser de propager de fausses informations et à mettre fin à ces déploiements ciblés contre la Chine. Nous prendrons des contre-mesures fermes face à tout acte d'harcèlement ou de provocation. Le conservateur Nasri Asfoura a été déclaré vainqueur de la présidentielle au Honduras 3 semaines après un scrutin marqué par un écart très faible et des accusations de fraude marquant un retour à droite du pays. Allez, parlons tout de suite de sport, football. Même s'il n'y a aucune affiche au programme ce jeudi, au tableau de la CAN 2025, nous allons évoquer les résultats à l'issue de la première journée avec Faisal Salah. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Faisal, cette trêve est pour nous donc l'occasion de faire le point sur les matchs qui se sont joués jusqu'ici et des surprises, il y en a eu. Il n'y a pas eu de surprise, les leaders, on va dire les favoris ont tous gagné leur premier match, notamment le Sénégal. Mais aujourd'hui, on va revenir sur la première journée de la CAN 2025 qui s'était achevée hier. 4 affiches. La première affiche, c'était dans le groupe E, le groupe de l'Algérie, le prochain adversaire, le Burkina Faso, qui a remporté son match face à la Guinée équatoriale, 2-1 grâce à un Tabsouba dans la 8e minute du temps additionnel. Sur le match de l'Algérie a frappé fort dès le départ, a plié la page des deux dernières CAN. Justement, oui. L'Algérie a frappé fort dès l'entrée de cette CAN 2025 en affichant un très beau score. Premier match. Lors du premier match, 3-0 face au Soudan. Une belle entrée en matière, on va dire. Une très bonne entame de compétition, 3-0, 2 buts de Riyad Mahrez qui affirme et qui est leader de ce groupe de l'Algérie et qui est devenu le meilleur buteur de l'Algérie dans l'histoire de la CAN. Aujourd'hui, on parle aussi d'un Brahim Maza qui inscrit son premier but avec l'Algérie et surtout une victoire, 3 points. On est leader du groupe et la prochaine rencontre, ça passe aux étalons du Burkina Faso et si on gagne, on prendra la tête du groupe et c'est très important de préparer cette rencontre. Hier, la joie, je pense, elle était au vestiaire des Verts. Les réactions à chaud étaient magnifiques, les joueurs. On peut écouter Vladimir Petkovic, aussi Issa Mandi dans le micro d'Al24 présent dans la compétition. Nous avons bien entamé le match et nous nous sommes créés plusieurs occasions jusqu'à prendre l'avantage et imposer notre supériorité à l'adversaire. Ensuite, nous nous sommes mis en difficulté et avons permis à l'équipe adverse de revenir dans le match. En seconde période, nous avons repris le contrôle et imposé une nette domination. C'est regrettable de ne pas avoir inscrit davantage de buts. Quoi qu'il en soit, je félicite mon équipe pour cette victoire. Je salue également l'adversaire pour son esprit de compétition et sa volonté de produire un bon football. Non, je suis content d'abord d'avoir pris les 3 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points à la CAN. Donc le plus important pour nous, c'était de gagner aujourd'hui. Après, voilà, man of the match, c'est un bonus. Aujourd'hui, c'est moi. Inch'Allah que le prochain match, ça peut être quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est la victoire. Oui, c'est sûr, on s'est rendu le match facile en marquant très tôt. Ce qu'on voulait faire une grosse entame de match, de compétition. Et on a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. Et on arrive à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire marquer tôt. Et après, on a essayé de tuer le match assez rapidement. Le carton rouge aussi nous a facilité dans notre jeu. Et je pense que c'est une victoire méritée. Et après, il y a pas prendre de but qui est important aussi. Il faut être solide défensivement et c'est ce qu'on a été. On va savourer aujourd'hui notre victoire aujourd'hui. Et après, on passera au Burkina après. On commence bien, on démarre bien la compétition. On avait à cœur de bien démarrer justement pour que ce soit pour nous, mais même pour le peuple algérien. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, alhamdoulilah.
Voilà donc pour les réactions des joueurs de Vladimir Petkovic à l'issue de leur victoire. Je vous le rappelle, 3-0 contre le Soudan. C'était donc le premier match des Verts disputé à la CAN 2025. Hier aussi, il y avait les matchs du groupe F. On y revient avec vous, Salah Faisal. Le champion en titre est entré en lice, la Côte d'Ivoire, qui a gagné ce premier match en 1-0 grâce à Amad Diallo, le joueur de Manchester United. C'était un match difficile face au Mozambique, mais l'important dans le premier match, c'est toujours gagner, c'est les 3 points. Et dans l'autre match du groupe, le Gabon s'est incliné face au Cameroun, 1-0 signé Eyong, je pense dès la 6e minute. Donc 3 points pour la Côte d'Ivoire, 3 points pour le Cameroun, et on connaît la rivalité entre les deux pays. Ce groupe va donner plus de suspense parce qu'on n'oublie pas que le Gabon d'Aubameyang il a encore ses chances pour être qualifié au prochain tour. La deuxième journée, ça s'annonce très très fort pour l'Algérie. Le match face au Burkina Faso sera le dimanche 28 décembre à 18h30. Il faut suivre les Verts et bonne chance pour notre équipe. Des rencontres que nous allons suivre avec vous, notamment Salah Faisal, sur le plateau d'Al24 News. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.